Bonjour, ici François Tadei des Productions 140 KB. Bienvenue à cette autre édition de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 28 avril 2003, il sera question passablement de jeux, mais tout de même, au cours du segment technique qui commence à l'instant, il sera question de clients FTP, de logiciel de dessin vectoriel qui a pour nom Swift 3D. Mais on va commencer cette émission en se remémorant quelques souvenirs avec un webmestre plutôt débrouillard. On va vous présenter une chronique pour les nostalgiques, ceux qui sont nostalgiques de leurs anciennes émissions de télévision, de leurs anciens copains de classe. Et pour ce faire, on a invité quelqu'un qui a développé 2 sites web qui tournent autour de ces 2 thématiques-là. C'est Nicolas Roberge. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, si on est au Québec, qu'on est nostalgique d'émissions, il y a des bonnes chances qu'on connaisse ton premier site web qui est émission.ca, qui existe quand même depuis quelques années. D'abord, comment ça a débuté ce projet-là? Ça a commencé comme un projet d'études au Cégep Garneau. On l'avait placé sur l'intranet du Cégep, ça avait créé beaucoup d'engouement. Donc j'avais décidé finalement de le placer sur Internet tel quel, mais là l'engouement m'a poussé finalement à créer un site plus complet en ASP pour présenter plus de séries. Là, on parle d'un site qui veut fêter les 50 ans de la télévision. On va rentrer dans le site pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contenu. C'est du contenu qui est apporté d'une manière assez particulière, hein? Oui. Donc, les gens peuvent finalement, lorsqu'ils voient que le contenu est manquant sur le site, ils peuvent l'ajouter. Donc, si une série est absente, ils peuvent remplir un formulaire. La série va être plus tard publiée sur le site. S'ils trouvent que la description de la série est faible ou est incomplète ou est absente, donc ils peuvent en ajouter une de leur cru. Ils peuvent aussi ajouter des artisans sur des gens qui ont joué finalement dans la série. Et là, évidemment, pour chacune des séries, bon, on a beaucoup d'informations quand même déjà à la base. Et ça peut être utile là, pour se remémorer les noms des personnes. Et même si une personne a passé dans une série, on peut voir si elle a été dans une autre série après. Exactement. Donc, on peut aller consulter finalement une page, une mini-page sur chaque personne qui a joué dans ces séries-là. Et ça, c'est aussi bien les émissions de télévision avec des gens que des bandes dessinées, tout ça. Effectivement, tout ce que je jouais en français à la télévision, donc ça peut être des dessins animés, des séries québécoises, il y a même les séries internationales, mais qui ont été traduites en français. Donc on va aller voir s'il y a quelque chose sur une de mes séries favorites. Ah oui, Albator, bien sûr, c'est quand même... Est-ce qu'il y a des palmarès, des séries les plus populaires? C'est sûr qu'il y a vraiment, il y a deux noms qui reviennent régulièrement, c'est Passe-Partout et Goldorak. Mais Goldorak, surtout pour la raison qu'il n'est pas disponible sur cassette. Donc les gens le demandent et... Ils recherchent l'information à ce moment-là là-dessus. Oh, oui. Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions du site? On est rendu à quelle version aujourd'hui? Ça, c'est à peu près la 3e version. C'est que la première version que j'avais faite justement aux études, c'était un site statique, juste des pages qui présentaient des séries. C'était fait simplement. La 2e version, les gens pouvaient être responsables d'une émission. Donc, ils pouvaient ajouter des liens eux-mêmes, ajouter des photos, etc. Puis par la suite, les gens pouvaient simplement ajouter certaines informations sur chaque série. Donc, ils peuvent ajouter un lien, mais aller sur une autre série, ajouter un lien, ou écrire un texte pour une série, puis aller sur un autre. Puis comme grosseur de site, là, comme taille, est-ce qu'on parle d'un monstre de bande passante ici? Oui, c'est assez gros. Présentement, il y a 1800 émissions sur le site. Donc, puis il y a 1700 personnes qui ont participé au contenu. Puis bon, pour le consulter, il y a différentes façons. Il y a toujours l'outil de recherche, là, mais vous avez aussi classé ça en sections, donc c'est facile de retrouver une série si on sait que c'est une dramatique ou quelque chose. On peut rechercher par genre. Donc, on peut voir finalement, par exemple, là, on consulte drame historique. Donc, c'est tous les drames historiques qui ont quasiment joué à la télévision. S'il en manque un, ben, il s'agit de l'ajouter. Puis aussi, on peut consulter par période de temps. Donc, on peut voir quelles séries qui ont joué en telle année, puis on peut la retrouver ainsi. Puis ça, je sais pas comment ça t'a amené à faire l'autre site qui est retrouvailles.ca, mais on sent dans les deux cas que c'est de la nostalgie. Hein, le thème commun, c'est ça. C'est quoi cette idée-là, là, retrouvailles.ca? Ben moi, personnellement, j'avais fait beaucoup d'écoles quand j'étais jeune, donc c'est un site qui est même utile pour moi-même, mais en tout cas,
Les gens ils perdent souvent de vue les gens avec qui ils sont allés à l'école. Donc, c'est un site vraiment pour aider les gens qui avaient des bons amis dans le temps, mais ils ont perdu par la force des choses. Donc, il faut le dire, c'est tout nouveau là, comme site, donc ça commence à se bâtir comme base de données, mais ça va quand même déjà très rapidement. Là, plus de 2000 personnes sont déjà inscrites. Si on fait une recherche, mettons, par école, qu'est-ce qu'on va obtenir comme information? Donc là, la recherche va sortir les écoles qui sont présentement ouvertes au Québec. C'est sûr que certaines écoles qui sont fermées doivent être ajoutées. Certaines sont déjà ajoutées, mais ça, c'est un travail qui est manuel, donc il faut être patient. Lorsqu'on voit pas une école qu'on a fréquentée, il faut juste l'ajouter, puis nos autres collègues de classe vont être capables de plus tard s'ajouter avec nous, puis on peut les retrouver. Bon, moi je me suis abonné sur le site, donc on va me prendre en exemple pour encourager les autres aussi à le faire, mais dans la fiche de chaque individu, quelle information on peut retrouver? Donc là, les gens, finalement, ils peuvent vraiment mettre un profil pour aider les gens à les reconnaître. Donc la photo, c'est sûr, c'est un élément visuel très important. On peut ajouter aussi des informations géographiques et aussi des informations par rapport à son numéro ICQ, son numéro sur MSN, etc. Donc, on est capable de retrouver facilement la personne. Mais s'il y avait des anciens collègues là, de classe qu'on veut pas qu'ils nous retrouvent, est-ce qu'on peut cacher des informations pour pas être harcelé par eux? Toutes ces informations-là sont facultatives et on peut empêcher justement de les publier sur le web, incluant son adresse email. Donc, évidemment, si on publie absolument aucune information, il faut quand même être capable d'être rejoint. Donc, il y a un système de messagerie interne sur le site qui permet les gens de nous communiquer. Puis, à partir de là, on décide finalement de leur donner un petit peu plus de renseignements si on veut continuer la communication avec eux. Donc, c'est une bonne idée, je crois. Mais qu'est-ce qui va démarquer ces sites-là des autres? Parce qu'il y en a d'autres là, qui existent. Si on va sur AltaVista, qu'on fait une recherche, on en a un qui apparaît constamment. Je me souviens plus du nom. Je crois que c'est Classmates. Classmates. C'est un peu une version québécoise de Classmates. Effectivement, mais Classmates, c'est un site très payant. Je veux dire, on peut pas faire grand-chose sans être membre du site. Donc, et aussi, il est anglophone, le site. Donc, il contient pas toutes les écoles au Québec. Donc, c'est pas évident, c'est pas accessible pour certaines personnes qui sont francophones uniquement. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté là, ces deux sites-là et on va inviter les gens peut-être à aller s'inscrire pour peut-être retrouver leurs anciens camarades de classe. Ah oui. Merci. Merci. Vous ne connaissez peut-être pas la compagnie Electric Rain. Elle fabrique un logiciel qui a pour nom Swift 3D, qui en est à sa 3e version. Christian Paquet va nous le faire découvrir. Bonjour Christian. Bonjour François. Alors d'abord, quel type de logiciel 3D est-ce, ça, Swift? C'est un logiciel 3D autonome qui sert à faire à peu près n'importe quel type de scène, mais dont le résultat final sert surtout à Flash, pour faire des animations en Flash en vecteur, mais aussi sert à faire des exportations d'images de rendu photoréalistes. Qu'est-ce que ça vise à concurrencer, ce produit-là? Parce qu'il existe des produits concurrentiels. Ben, on avait vu avec la suite Carrara Studio 2, le logiciel qui s'appelait Vector Style. Je pense que ça compétitionne directement un logiciel de ce genre-là. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup, sauf que Swift 3D est vraiment plus complet, de sorte que c'est pas juste un plugin d'exportation, mais c'est vraiment un logiciel en tant que tel. Bon, on parle d'un logiciel pas très dispendieux non plus, environ le 200 $ canadiens pour un logiciel autonome et non un logiciel. Si on regarde un petit peu, bon, le logiciel comme tel, tu as amené ça sur ton Mac, au niveau de l'interface, ça ressemble à des produits qu'on a déjà vus là, dans le passé aussi. Oui, ça ressemble. En fait, c'est un croisement très très proche de Flash et d'Infinity. L'interface ressemble beaucoup à Infinity. On a les différentes primitives en haut pour créer du texte, créer des objets primitifs, des sphères, des carrés, et ainsi de suite. On a la gestion des lumières, des éclairages, on a la gestion des caméras, on a les fonctions d'étirement, agrandissement d'objets et tout ça. Et tout ça fonctionne de pair avec une interface qui ressemble à Flash, avec des couches et un timeline, une ligne du temps. Bon, utilisons par exemple des objets pour faire quelque chose, pour nous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais tout simplement créer une sphère actuellement et je vais créer un beignet aussi, tout simplement pour la démonstration. Donc, pour vous montrer, ici dans ma scène, j'ai une sphère et un beignet et je pourrais, dans l'espace, faire une animation avec ça très simplement. J'ai qu'à cliquer sur ma sphère, par exemple, dire que je m'en viens au 15e frame, la 15e image, je déplace ma sphère ici et à ce moment-là, automatiquement, mon déplacement va se faire dans le temps.
Donc, si je prends de la même façon le beignet, je vais dire que lui, le beignet, s'en va dans le sens contraire. Donc, je place ma ligne du temps ici, je sélectionne mon beignet, je le déplace ici, et là, je vais avoir un croisement de la sphère et du beignet. Ça, c'est des animations très, très simples de base. OK. Si on approfondit les notions du logiciel, tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait des possibilités de faire, des formes autrement qu'avec des primitives, donc avec des processus d'extrusion. Oui. Comment ça fonctionne dans ce logiciel-là? Donc, on a deux grands modeleurs qu'on appelle dans le logiciel. On a le modeleur d'extrusion. Donc, on peut partir de courbes de Bézier tout simplement pour faire une extrusion. L'extrusion, c'est comme si on passait un objet dans un profil. Donc, par exemple, si je choisis l'étoile ici, en revenant dans ma scène, j'obtiens une étoile en 3D que je peux manipuler à souhait, tant que je veux. Donc, je pourrais la faire tourner, l'animer dans le temps. Et si je viens dans le late editor, c'est-à-dire le modeleur de révolution, à ce moment-là, si je crée un objet sur la périphérie ici, étant noté qu'au niveau des courbes de Bézier, je trouve que la gestion des courbes est un petit peu complexe. Ça c'est pas aussi bien fait qu'un logiciel comme Illustrator, par exemple. C'est un petit peu difficile à gérer. Si je reviens dans ma scène, j'obtiens le résultat de l'objet que je viens juste de modeler, que je peux manipuler en 3D. Une des faiblesses peut-être du logiciel, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est quand même un produit qui est un petit peu lourd, gourmand en ressources, notamment lorsqu'on vient le temps de faire des rendus. Hein. Effectivement. Au niveau des rendus, on a, par exemple, l'exportation en vecteur. Donc, l'image que j'ai actuellement, je pourrais l'exporter en vecteur ou raster, c'est-à-dire, on va voir un peu plus loin, là, avec des réflexions, des ombrages et tout ça. Mais en vecteur, je peux, par exemple, choisir des options d'exportation comme cartoon, c'est-à-dire dessin animé, en 4 couleurs, avec les ombrages et ainsi de suite. Et si je lui demande de générer cette image-là, ça va prendre quand même un certain temps pour la complexité de l'image. J'ai trouvé que c'était un peu lent. Oui. Et ça, si on y va avec un rendu en raster, donc pour utiliser comme qu'on obtiendrait comme dans des logiciels comme 3D Studio Max, c'est encore plus long, là. Oui, mais j'ai trouvé quand même que le rapport était plus normal dans les images rendues en bitmap, c'est-à-dire en pixels, que dans les rendus vectoriels. On voit que c'est vraiment très très long, les rendus vectoriels. Par contre, je dois dire que le résultat final est vraiment excellent, tant au niveau du poids que de l'utilisabilité dans Flash. Donc, le résultat, on le voit là actuellement à l'écran. Ça, c'est une image qui pèse rien pratiquement en Absolument Flash, rien. C'est vraiment des images. On peut faire des animations très complexes avec des véhicules en 3D, des objets en 3D qui vont totaliser 22K, 30K. Donc, c'est certain qu'en étant en vecteur, le résultat final est très léger. Oui, tu vas peut-être montrer un exemple d'auto une Mustang que tu as modélisé tout à l'heure, juste avant l'émission, pour nous montrer un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je peux vous montrer un résultat très rapidement du fameux véhicule. Donc, voici une Camaro ici, tout simplement en Vectorworks, tout simplement. Donc, actuellement, on a un fichier vectoriel qui serait importable dans Flash, transparent, et je pourrais animer ça et tout ça, ça pèserait 12K à peu près. Et ça, de plus en plus, ces web vont utiliser des objets 3D, parce que le Flash, au début, c'était du 2D, ça a évolué, les dernières versions, quand même, se sont améliorées passablement, et là, la 3D, c'est quelque chose qui est rendu très puissant, et ça donne des résultats comme on peut en voir aujourd'hui un peu partout sur le net. Oui, on a beaucoup de sites web qui sont gérés de plus en plus à la 3D. On n'a pas vraiment d'immersion en 3D dans les sites web encore. C'est pas encore très, très tendance, mettons. Mais on peut quand même avoir des représentations tridimensionnelles assez convaincantes à l'aide de logiciels comme ceux-là qui servent à faire toutes sortes d'animations. On a des animations complexes qui sont déjà structurées qu'on peut appliquer sur un objet. Par exemple, on dit à l'objet « arrive en ralentissant, tourne sur toi-même 2 fois puis repart ». Donc, c'est toutes des macros qui sont implantés dans le logiciel et qui sont vraiment bien faits. Il faut le mentionner en terminant, c'est un logiciel qui est Mac et PC. Donc, même si c'est un logiciel, je crois qu'il vient du PC qui maintenant est disponible sur Macintosh. Alors, c'est un beau produit à découvrir. On est vraiment spécialisé sur le web. Absolument. Puis c'est un logiciel surtout autonome. Donc, si j'ai pas d'application 3D et si je veux développer pour Flash, c'est vraiment un très bon produit. Merci, Christian. Au plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. On va maintenant vous présenter une chronique qui s'adresse peut-être plus aux gens qui font de la gestion de sites web, des webmestres, parce qu'on va parler de clients FTP avec Bruno Tardif. Bonjour Bruno. Bonsoir François. Donc ça, faut le démystifier tout en partant. Les logiciels dont on va parler, c'est des logiciels de gestion de fichiers pur et simple. Là. Oui, ben c'est ça. Habituellement, ça s'adresse à des gens qui ont à gérer du contenu sur le web, bien souvent. Ils vont avoir besoin de tels fichiers pour être capables justement de télécharger leur information sur leur serveur web. Et dans ce marché-là, il existe
beaucoup de logiciels. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, d'autres sont des partage-logiciels qu'il faut débourser un frais pour les obtenir en version complète. FTP Expert, c'est un produit de Visicom, qui est une entreprise de Montréal, qui en a la version 3. Faut le dire tout de suite en partant, bon, c'est un produit francophone, donc ça, c'est sa plus grande force. Mais si on parle du logiciel comme tel, là, au niveau de l'interface, de ce qu'il permet de faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'interface ressemble beaucoup à celle de Windows XP, évidemment. Ils ont suivi le virage que tout le monde est en train de prendre en ce moment. Il est disponible en version française, comme on disait tout à l'heure. Puis, il est très configurable. Il y a la possibilité de déplacer les barres d'outils ou encore de rajouter ou de supprimer différents boutons selon l'utilisation qu'on désire en faire. Donc, de le personnaliser à nos goûts, tout est configurable. Est-ce qu'il est axé vers une clientèle précise, les webmestres pur sang? Entre autres, oui, il est vraiment axé vers les webmestres, étant donné les fonctionnalités qu'il offre, comme celle de synchroniser les deux répertoires. Bien souvent, sur un site web, on va se retrouver à avoir un public HTML ou un endroit où on met nos images, nos sons, différents multimédias. Il y a une possibilité avec verrouiller les deux répertoires de naviguer selon si on va dans les utilitaires, dans les documents ou peu importe les endroits où est-ce qu'on va naviguer. Parce que bon, quand on fait de la gestion de site web, généralement on a une copie du site web à quelque part, soit à la maison, sur notre disque dur. Et là, quand on va prendre, je sais pas, une image qui est dans tel répertoire et qu'on veut l'amener sur le serveur, c'est souvent le même nom de répertoire qu'on utilise pour des fins de simplification. Donc lui, si on s'en va dans un répertoire sur le disque dur à la maison, il va aller sur celui du site web, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Lorsqu'on va double-cliquer, il va s'occuper de faire le changement dans l'autre fenêtre. On n'a pas à double-cliquer dans la fenêtre de gauche ainsi que dans la fenêtre de droite, qui est la fenêtre de destination. Ensuite, bon, ça permet aussi de contenir une liste de statistiques. Qu'est-ce que c'est, ça? Habituellement, lorsqu'on se branche sur un site, il y a une possibilité de garder les statistiques, comme par exemple sur les sites qu'on se branche. On peut savoir justement le nombre de fois qu'on s'est branché, les statistiques quant à savoir le nombre d'octets envoyés, reçus. Donc, ça peut nous aider à savoir à quel point on entretient le site sur lequel on se branche. Est-ce qu'il y a des possibilités d'automatiser des tâches là-dedans? Il y a des possibilités d'automatiser, étant donné, bon, c'est plus ou moins, j'ai pas pu vraiment l'essayer beaucoup, là, cette portion-là. Il y a la possibilité, il faut faire des scripts. Ça, c'est le côté que j'ai trouvé un peu plus ardu dans le logiciel. Quelqu'un qui est pas habitué va se demander un peu comment prendre cette fonctionnalité-là. Il y a la possibilité de la faire. C'est ce qu'on appelle quoi, le planificateur de tâches? Exactement. Dans le planificateur de tâches, il y a une possibilité de faire ouvrir un site, mais il faut avoir déjà programmé un script à l'intérieur de ce site-là pour pouvoir utiliser le planificateur de tâches. Bon, ça coûte 40$ canadiens. Le deuxième logiciel, lui, dont on va parler, s'appelle Flash FXP. C'est un produit que je ne connaissais pas du tout. Alors, peut-être nous en parler. Est-ce que c'est un produit assez simple d'utilisation qui va s'adresser à la même clientèle? Oui, ça s'adresse sensiblement à la même clientèle. Le point fort du logiciel, c'est qu'il est simple. Il n'y a pas beaucoup de boutons. Il n'y a pas, ça va vraiment faire le travail dont on a besoin d'un logiciel FTP, soit de télécharger des fichiers. Après ça, il supporte le SSL, tout comme FTP Expert. Malgré tout, j'ai pas pu tester cette fonctionnalité-là. Puis, bon, évidemment, lui aussi, tout comme FTP Expert, vient avec une liste de sites déjà entrés. Ça peut nous permettre justement de découvrir des nouveaux sites ou encore de nouvelles choses. Il y a une fonctionnalité intéressante, je pense, ça s'appelle la gestion de la vitesse. On peut mettre des limites dans ce produit-là. Oui, étant donné, si on veut pas se retrouver à utiliser toute notre bande passante, il y a une possibilité justement de mettre des comme un goulot d'étranglement, si on veut, pour pas qu'il dépasse une certaine vitesse donnée. Donc, c'est possible de lui dire, bon, ben, ne télécharge pas les fichiers plus rapidement que 4K secondes. Donc, il va respecter cette vitesse-là, ce que j'ai testé. Donc, 25$ américains, ce produit-là. Ça, c'est quand même un produit, bon, abordable. Qt FTP, lui, c'est peut-être le plus connu de tous. Peut-être terminons avec celui-là. Alors, c'est un logiciel qu'on peut avoir en version d'évaluation, à peu près comme tous ces logiciels-là en version 30 jours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier Qt FTP? Qt FTP, ce qu'il y a de particulier, il y a une chose, c'est qu'il permet justement d'avoir la liste de nos sites triés, mais par ordre alphabétique, mais alphanumérique. Donc, au lieu d'avoir le fichier 1, suivi du fichier 10, suivi du fichier 2. Après ça, fichier exactement. Bon, il va vraiment le trier comme on est habitué de le voir, fichier 1, 2, 10. OK. Ensuite, il y a quoi la possibilité de programmer tout ça avec des VB-scripts? Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un de ses points forts d'ailleurs, c'est qu'il y a un API qui permet de programmer justement avec le VB-script ou un langage qui nous intéresse selon l'utilisation qu'on veut en faire.
Puis il y a aussi la gestion des comportements. Bon, selon s'il y a une collision entre les fichiers, si le fichier est plus vieux, pose pas de questions, écrase-le, etc., etc. FTP Expert aussi venait avec cette fonctionnalité-là. Mais on parle d'une échelle un peu plus dispendieux, environ 60 $ américains. Donc, merci Bruno de nous avoir présenté. Ça fait plaisir. Maintenant, on va vous présenter, nous, les créations de la semaine dans le cadre du segment Affichez vos pixels. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu qui commence à l'instant, il va être question de jeux de baseball, mais aussi d'un jeu de rôle massivement multijoueur qui a pour nom Shadowbane et qui vient de paraître, de jeux d'aventure 4 en tout. On va commencer tout de suite en présentant une entrevue qu'on a tournée chez Dream City plus tôt cette semaine, où il va être question de jeux de guerre. Danny Lamontagne de l'Université, bonjour. Bonjour François. Curieusement, les jeux à la mode ici, ce sont tous des jeux de guerre, alors on va en parler. Il y en a beaucoup à se mettre là-dedans. Oui, on a d'excellents jeux présentement. On parle de Viet Cong, qui est un jeu d'action de la guerre du Vietnam. On a Medal of Honor, qui est encore très populaire. On a un nouveau jeu de stratégie, Command & Conquer Général, qui est la suite de la série Command & Conquer. On a Delta Force Black Ops Down et Battlefield 1942 aussi, qui est excellent. Là. Si on parle de certains de ces jeux-là, Delta Force Black Hawk Down, ça fait référence au film là, au niveau du scénario, mais au niveau du jeu comme tel, c'est l'évolution naturelle de la série Delta Force. Parlons-en. Est-ce qu'il y a vraiment un bon changement? Graphiquement, il y a une nette amélioration. Il est beaucoup plus beau graphiquement. Les missions individuelles sont fantastiques. Ils sont, comme tu as dit, ils font référence au film. Là, sont vraiment amusants. Les modes multijoueurs sont encore très bons. Là. On a différents modes. Là. On peut encore jouer sur Internet de façon assez simple. Là. Mais c'est vraiment le graphique qui est amélioré beaucoup là, comparativement aux anciennes versions. Là. Les Viet Cong, si on regarde ce jeu-là, faut le dire tout de suite, c'est pas pour les amateurs d'action pure et dure, c'est vraiment plus réfléchi comme jeu. Ouais, moi, ce jeu-là m'a paru quand même assez difficile. Il y a un mode coopératif qui est quand même très intéressant. On peut jouer ensemble et au lieu de jouer un contre l'autre, on fait les missions ensemble. On peut mettre le mode Vietnam qui fait qu'on est vraiment seul, pas de map, rien, on voit pas où on va, c'est vraiment amusant. Là. Mais c'est plus difficile, il faut vraiment regarder partout avant d'avancer rapidement, il faut avancer tranquillement, s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemis, mais il est très beau graphiquement et il est très amusant. Oui, à ce moment-là, on sent vraiment dans l'enfer de la jungle du Vietnam. Si on parle de Battlefield 1942, qui est peut-être un des jeux préférés ici, qui réussit peut-être même à déloger Counter-Strike, il y a une raison pour ça, et c'est le nouveau mode qui vient de paraître, qui s'appelle Desert Combat. Parle-nous-en, qu'est-ce que c'est ça? Oui, le mode Desert Combat, en fait, c'est sur le moteur de Battlefield 1942, sauf avec des véhicules actuels. Donc, au lieu d'être en 1942, on est de nos jours. Donc, on a des hélicoptères. Dans ce jeu-là, on peut contrôler. C'est ce qui fait le fantastique de ce jeu-là, c'est qu'on peut contrôler des véhicules autant que se promener à pied. Comme il n'y a pas grand jeu qui ont pu faire ça, il y a peut-être Tribes, là, mais à part ça, donc on peut piloter un avion, on peut diriger un sous-marin, un paquebot. Donc, tout est imaginable ce qu'on peut faire dans ce jeu-là. Là. Et dans Desert Combat, parlons des classes de personnages. Là, ils ont changé un petit peu les choses par rapport à Battlefield 1942. Donc, au lieu d'avoir 5 classes, on a 6 classes. Chacun a sa spécialité. On peut bâtir un mur, on peut placer un mortier pour que les gens puissent les utiliser. Tout comme Battlefield 1942, on a un ingénieur, que lui, le même personnage peut aussi être médecin. Donc, on peut diriger des tourettes anti-aériennes.
Il y a vraiment beaucoup d'améliorations. Il y a un gros avion qui se promène où on peut être 6 ou 7 dedans là, à diriger des mitraillettes en bas. Là. Puis on doit le dire, c'est un jeu qui connaît un succès énorme sur Internet parce que quand on fait le listing des parties, on le voit tout de suite. Il y a presque autant de serveurs de Desert Combat que de serveurs de Battlefield 1942. Là. Donc le jeu il est très populaire là, présentement. Ils sont à la version 3 alpha. Donc le jeu est encore tout nouveau, puis on n'a rien vu encore. Ils vont pas ajouter plein de particularités. Là. Ils annoncent un F-117 dans la prochaine version et beaucoup d'autres choses de nouveau encore. Là. Et bien vous aussi, vous en faites vraiment une spécialité. Je suis là tous les mercredis. Qu'est-ce qu'on peut faire chez Lumicité, aussi bien à Sainte-Foy qu'à Beauport? Ben, tous les mercredis soirs, on a le challenge Desert Combat, où c'est le centre de Sainte-Foy qui rencontre le centre de Beauport par Internet. Donc, on peut se retrouver 12 contre 12, voire 15 contre 15 joueurs. Et c'est vraiment bien. Ça crée dans une ambiance fantastique. Là. Et il y a peut-être une nouveauté aussi pour les gens qui viennent chez Lumicité, c'est que les jeudis, vous avez un forfait intéressant. Oui, on a une nouvelle promotion qui est le jeudi 2 pour 1. Donc, 2 personnes pour le prix d'une. Ça, c'est valide aussi pour tous nos forfaits. Là, donc, ça revient très intéressant. Là. Avec l'été qui se pointe à nos pas, encore une fois, bon, les nuits blanches, les gens vont peut-être avoir plus de temps, alors c'est encore possible de réserver une nuit ici? Exactement. Si vous êtes 5 personnes et plus, vous pouvez réserver pour louer notre salle, soit notre salle au Beauport de Sainte-Foy en tout temps. Et nous organisons à chaque 2 fois par semaine, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, des nuits blanches de 3h du matin à 10h le lendemain matin. Merci, Danny. Merci, François. Depuis l'automne dernier, on vous présente périodiquement des chroniques sur les jeux d'aventure à micro.info parce que c'est un genre qui émerge à nouveau et qui plaît à une certaine clientèle. Et on ne serait pas surpris de voir au Electronic Entertainment Expo quelques nouveaux jeux arriver, des surprises, des anciens jeux refaire surface. Donc on a pensé vous présenter cette semaine une chronique avec Michel Matt qu'on va retrouver chez Lumicité. Il en a 4 à nous présenter, à savoir CSI, Crime Scene Investigation, Indiana Jones and the Emperor's Tomb, The Omega Stone, The Riddle of Sphinx 2 et REM. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Bonjour Michel. Bonjour François. On va parler ensemble de 4 nouveaux jeux d'aventure. Le premier nous rappelle un titre qu'on avait évalué dernièrement qui était basé sur une série télévisée. Oui, je crois que c'était avant Noël qu'on avait évalué le jeu d'aventure qui s'appelait Law and Order. Puis c'est probablement la réponse de CBS à ce jeu-là. Et c'est CSI pour Crime Scene Investigation, qui est également une série télévisée de détectives là, sur le réseau CBS. Donc on a sorti un jeu d'aventure basé sur la série télévisée encore une fois. Et là, contrairement à Law & Order, c'est pas un jeu dans lequel on a 2 phases, c'est-à-dire une phase d'enquête puis une phase qui se passe en cours, c'est vraiment un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête où on doit recueillir des preuves, on doit recueillir des objets et on doit amener ces choses-là au laboratoire et les faire analyser par le technicien ou les analyser nous-mêmes via l'ordinateur ou le microscope pour éventuellement en arriver à obtenir un mandat pour arrêter les suspects potentiels qu'on aura identifiés. Ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est qu'on a 5 cas différents. Donc, on a un petit peu 5 petits jeux d'aventure là, qui viennent un après l'autre. Donc, lorsqu'on a complété le premier, il y en a un deuxième qui s'ouvre à nous. Et là, on va y aller avec le deuxième et on va comme ça jusqu'à 5. Et après chacun des cas qu'on a à enquêter, on va nous donner un résultat, un pourcentage au niveau des preuves qu'on a recueillies et au niveau de la solution du crime. Et on peut rejouer, refaire les mêmes cas là, par la suite et essayer de battre notre pointage. Donc, il y a peut-être un petit défi là-dedans qui peut être intéressant. Une chose que tu as trouvé intéressante dans ce jeu-là, Michel, c'est que au début du jeu, si on n'est pas très familier avec toute l'interface et la méthode d'enquête, on a un tutoriel qui est intégré. Exactement. Il y a une aide là, qui nous apparaît et qui nous fait faire peut-être les 5 ou 10 premières minutes du jeu en nous guidant étape par étape, en nous disant, par exemple, d'aller sélectionner tel objet, de l'utiliser sur tel autre objet, d'aller le faire analyser. Puis à un moment donné, on nous dit, ben là, vous êtes rendu assez bon, vous devez continuer le cas tout seul. Un autre point que j'ai trouvé plaisant, c'est qu'il sauvegarde automatiquement, peu importe l'endroit où on est rendu. Donc, on n'a pas de crainte là
à oublier de sauvegarder le jeu. Il va sauvegarder automatiquement et on va toujours pouvoir repartir de l'endroit où on était lorsqu'on a quitté le jeu la dernière fois. Il n'y a pas vraiment beaucoup il n'y a pas de puzzle dans ce jeu-là. C'est simplement des objets, puis également beaucoup d'interrogatoires parce qu'on doit interagir avec beaucoup de personnages et les interroger pour essayer d'aller chercher des éléments de preuve qui vont nous emmener à la fin à mettre en accusation un suspect. C'est un jeu que j'ai bien aimé. Il est beau graphiquement. On évolue dans un environnement 3D. Donc, c'est un jeu qui est intéressant là, pour les gens qui aiment le genre de jeu qu'on a un peu développé avec les Tex Murphy dans le temps. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est Indiana Jones and the Emperor's Tomb, qu'on a connu sur Xbox, que tu as d'ailleurs pratiquement terminé sur cette console. Mais là, sur PC, c'est le même jeu, évidemment. Là. C'est le même jeu. On parle pas ici d'un jeu, là, un vrai jeu d'aventure. On parle plutôt d'un jeu d'aventure, action et de combat. C'est de LucasArts, puis c'est dans la tradition là, des autres Indiana Jones qu'on avait connus. Donc, graphiquement, je dirais que c'est impeccable. Et plus on avance dans le jeu, bien plus nos adversaires vont devenir coriaces, plus les petits puzzles qu'on a à résoudre vont devenir difficiles. On incarne, encore une fois, toujours le même personnage, Indy, qui part à la recherche d'une perle noire qui s'appelle The Heart of the Dragon. Et cette perle-là permet de contrôler l'esprit des gens et on veut éviter qu'elle tombe entre les mains des éternels nazis qui, comme on s'en doute bien, vont en faire une utilisation maléfique. Bon, si on parle des contrôles du jeu, ça c'était évidemment une conversion d'un jeu qui était sur console et ça se sent. C'est peut-être le point négatif que moi j'ai retenu sur ordinateur. Je l'ai essayé au clavier. Et je te dirais qu'au clavier, là, j'ai eu beaucoup de problèmes à contrôler mon personnage principal. Je l'essayais à la manette, ça allait beaucoup mieux à la manette. J'ai encore expérimenté des petits problèmes là, de contrôle sur la manette. Par exemple, lorsqu'on arrive dans un tournant ou dans un coin de mur, il se déplace pas toujours. En fait, la caméra ne suit pas toujours où on voudrait qu'elle aille. C'était mieux avec une manette, mais il y a encore des petites améliorations à faire à ce niveau-là. Et également, entre les différentes scènes, on a pu voir des belles transitions animées. J'ai trouvé ça intéressant. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu. On embarque rapidement dans le jeu, là, puis on veut continuellement progresser, on veut avancer. Un petit peu comme les autres, là, je dirais, de la série, qui m'avaient également beaucoup plu dans le temps. Mais par contre, si on a une console à la maison, que ce soit la Xbox, la PlayStation 2, on peut retrouver le jeu. Se procurer sur PC ou console, à ce moment-là, c'est sur console? Tout à fait. Oui, je dirais que sur console, au niveau de la jouabilité, là, c'est peut-être plus intéressant. Quoique sur un ordinateur, là, graphiquement, ça demeure toujours impeccable. Là, mais je dirais là, que moi, j'essaie sur Xbox également, puis c'est probablement un petit peu meilleur sur Xbox. On va parler d'une suite d'un jeu qu'on avait peu connu qui s'appelait The Omega Stone. Là, on a The Riddle of Sphinx 2. Alors, parlons d'abord du genre de jeu d'aventure que c'est ça. Oui, c'est de la compagnie Dreamcatcher. The Omega Stone, The Riddle of the Sphinx 2. C'est un jeu d'aventure qui est très, très beau. Graphiquement, là, c'est superbe. C'est un jeu de pointer-cliquer qu'on appelle, donc on doit se déplacer. C'est un jeu où on doit préparer le monde à une catastrophe éventuelle. Bon, on apprend en lisant des parchemins qu'il y a une catastrophe éventuelle qui s'en vient et on doit retrouver là, la solution à ce problème-là. On va évoluer dans plusieurs mondes. Des mondes comme la Cité perdue d'Atlantis, comme Stonehenge, comme l'île de Pâques. Et également, c'est instructif parce qu'il y a énormément de lecture à faire. Bon, c'est seulement en anglais, je dois le dire. Et la lecture est essentielle pour nous permettre de progresser dans le jeu, d'aller chercher des éléments d'indice pour pouvoir continuer. L'intrigue est très intéressante et le jeu y est bien fait. Une petite chose à faire attention, par contre, c'est qu'on peut facilement dans ce jeu-là se faire tuer. Et si on n'a pas sauvegardé récemment, on va se retrouver à être obligé de repartir là, à la dernière sauvegarde qu'on avait fait. Entre autres, à un moment donné, on rentre dans une tente, c'est au tout début du jeu. Il y a un beau bouton rouge qui nous attire et lorsqu'on appuie dessus, évidemment, la tente va exploser. Puis, si on n'a pas sauvegardé, on est fait. À plusieurs endroits également, on a du graphique qui est sombre parce qu'on doit évoluer dans des grottes souterraines. Et ça devient peut-être un petit peu difficile là, de voir tout le graphique qui nous entoure. Des fois, il faut jouer un petit peu avec l'ajustement du moniteur. Mais pour le reste, là, c'est très intéressant. D'un point de vue technique, on doit le dire, c'est assez somptueux, les transitions d'ailleurs. Les transitions entre les différentes scènes sont très bien faites. C'est animé, c'est beau, c'est coloré. L'intrigue est intéressante, on embarque dans le jeu, là, puis on veut poursuivre ça. Et c'est pas toujours évident, par contre, là, de résoudre les différentes énigmes. On doit collectionner des objets. Évidemment, suite à la lecture qu'on a, ça va nous donner certains indices. Et on doit utiliser les objets pour poursuivre dans le jeu. C'est pas toujours facile, c'est un jeu qui est pas facile. Par contre, c'est un jeu qui est plaisant. On va terminer avec un jeu d'aventure apparent qui s'appelle Rem, c'est de God Game Entertainment. Donc si on en parle, là, ça c'est un genre de Myst en fait. Oui, c'est exactement, ça m'a beaucoup rappelé Myst.
mais peut-être je dirais en moins évolué, en moins beau. La version qu'on a eue, ça fonctionne PC et Mac. On a reçu une version démo qui est une version anglophone, mais la version finale va être disponible également là, sur le même disque en français. Première déception avec REM, lorsqu'on l'installe, la seule et unique résolution disponible, c'est 640 par 480. Donc, en partant, ça nous limite un petit peu au niveau de la qualité graphique du jeu. Et également, au niveau de la qualité sonore, là, c'est, je dirais, très ordinaire. Là. Il n'y a pas vraiment là, d'extravagance là-dedans. C'est un jeu qui va plaire aux gens qui aiment uniquement les puzzles parce qu'il n'y a rien d'autre dans REM. C'est du pointer-cliquer, un peu comme dans Myst, où on avance et où on va avoir à résoudre des puzzles et rien d'autre. Il n'y a pas de manipulation d'objets, il n'y a à peu près pas de conversation. Là, un endroit ou deux, on va avoir des gens qui vont interagir, mais ça s'arrête là. Et au début du jeu, on s'interroge un petit peu sur c'est quoi le but du jeu, où on est, qu'est-ce qu'on fait. On finit par apprendre que REM, c'est une espèce de monde imaginaire qui m'aurait semblé une île. On est arrivé sur l'île en mini-train, en monorail, et le but du jeu, c'est de ressortir de là. Et les puzzles vont nous permettre, par exemple, de faire ouvrir des murs pour nous ouvrir des nouveaux passages, vont nous permettre, par exemple, d'abaisser un barrage, monter le niveau de l'eau et à ce moment-là, de pouvoir traverser la rivière en marchant sur un pont. Les puzzles, par contre, sont intéressants. Pas facile, vraiment pas facile, je dirais, à résoudre, mais c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Nous allons maintenant vous présenter une entrevue qu'on a conduite le 3 avec Jacob Nance de la compagnie Wolfpack Studio. Il va être question de ce jeu Shadowbane, un jeu de rôle massivement multijoueur qui vient de paraître. Ensuite, on va faire la critique du jeu avec Pascal Simondet. Strife begins. Warriors, heroes, and adventurers begin the restoration. Let's talk about one of your first titles here at Wolfpack Studios. It's called Shadowbane. Those who are familiar with RPG, online RPG, will surely find this title very interesting. First of all, what can you tell us about the Shadowbane universe? Shadowbane has a really rich background. We've taken a lot of pains to go through and create a story that draws on a lot of different mythologies, and people will find them very familiar. People familiar with Viking mythology and Arthurian myths and things like that will see a lot of similarities there. Basically, the storyline involves a high king, kind of like Arthur, who's been betrayed by one of his right-hand men. And this betrayal cracks the earth and shatters it into many shards, which create the different lands that the people adventure through. Since it's an online RPG, what can you tell us about the structure of the game? It's very similar to people familiar with EverQuest or Ultima Online. The main difference that we've done in Shadowbane is we allow the players to dramatically change the face of the world. Other games that they may have played, they'll find that those games are very static, and it's difficult to make a mark in the world. We allow players to create guilds, to in fact build entire cities on their own, and as their cities rise, they'll see the face of the map change to reflect their successes, and when they fail, then their crest will disappear off the map completely. So we allow people a lot of flexibility in what they do. Even the guilds, we allow guilds to create their own crests. They can pick colors and coats of arms and different things to make themselves look distinctive. What can you tell us about the different environments in this game? Physically, we've got a lot of variation. We have deserts and timberlands and swamps and woodlands and grasslands and ice lands. We have lava-strewn areas. We have many different underground dungeons, ruins, sewers, things like that. And the characters can travel between them all, either on foot, or they can travel between the different server clusters, transfer their characters via the rune gates, and travel to different types of worlds. Pascal Simondet fait l'essai du jeu Shadowbane ces derniers jours, donc il va être en mesure de nous dire si ce jeu peut intéresser ceux qui connaissent bien les jeux de rôle massivement multijoueurs tels que Ultima Online, EverQuest ou Dark Age of Camelot. Bonjour Pascal. Bonjour François. Alors justement, est-ce que Shadowbane a les ingrédients qu'il faut pour attirer des joueurs? Parce qu'évidemment, ce type de jeu-là, on joue à un à la fois, pas à tous en même temps. Là.
Alors ce jeu-là, je pense qu'il apporte l'élément qui est intéressant pour les joueurs qui sont vétérans. Les joueurs qui sont débutants dans le domaine des jeux maximum multijoueurs vont carrément le rejeter. Je pense en particulier dans l'aspect graphique qui est totalement manqué par rapport à la concurrence. Mais les joueurs qui sont plus vétérans vont beaucoup apprécier l'aspect de la construction de village qui est très intéressante à ce niveau-là, puis beaucoup poussé aussi. Au niveau de la création de personnages, bien sûr, bon, dans ce genre de jeu, c'est primordial de se créer un personnage ou plusieurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial avec ce jeu-là? Alors, on a eu une idée qui est assez bonne, qui est pour attirer les joueurs et les faire rester plus longtemps dans le jeu. Alors, il y a 8 personnages, 8 races qui sont disponibles au début, mais il y en a seulement 5 qui sont disponibles pour commencer à jouer. Donc, il y en a 3 qui sont bloqués. Le premier mois, vous allez avoir accès, quand vous avez fini de jouer le premier mois, vous avez accès au Minotaure, qui est un homme avec une tête de bœuf. Le deuxième mois, vous allez avoir accès au Centaure, qui est un homme avec un corps de cheval. Et le troisième mois, vous allez avoir accès à celui qui est le plus intéressant, l'Araquois, qui est un homme avec des ailes. Donc, il faut s'abonner immédiatement, quasiment après avoir joué le premier mois, pour avoir accès à ces classes de personnages-là, qui sont justement les plus intéressantes, parce qu'on les voit sur la boîte, on les voit sur les images, on veut être un Minotaure, on veut être un Centaure ou un Araquois. Mais bon, ils ont cette attrape-là pour nous garder vraiment fidèles au jeu. Sauf que lorsqu'on embarque dans le jeu, qu'on se crée ce personnage-là, bon, on a la race, on a les classes, comment ça fonctionne aussi? Alors, chaque race va avoir, cependant, dépendamment de ce qu'on a choisi, normalement, on va avoir 4 classes qui sont disponibles. On va avoir les soigneurs, les combattants, les rogues et les mages. C'est assez standard, c'est pas très complexe. On peut dire qu'on a repris ce qui existait déjà auparavant pour réussir justement à faire une équipe qui est assez uniforme pour faire justement du donjon en équipe. Bon, tu le mentionnes, là, dans ce jeu-là, le mot équipe est très important. Faire des quêtes en solo, c'est presque pas concevable. Hein? C'est absolument primordial. Il faut vraiment jouer en équipe. Ce jeu-là ne se joue pas tout seul. Si on est en équipe, on va l'apprécier. Sinon, on va trouver ça absolument mort dans le jeu. Et là, tu disais qu'on peut se créer des villages. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on devient maire? C'est pas un The Sims intégré, là. Faut clairer ça un peu, là. Oui, alors il y a l'aspect beaucoup stratégique là-dedans. C'est vraiment un aspect qui est vraiment important à voir. Au début, vous allez pouvoir acheter des Guild Seeds qui vont vous permettre de planter un arbre de la vie, qui va vous permettre à partir de ce point-là de créer votre village. Puis par après, vous allez pouvoir construire certains bâtiments qui, au début, vont être des bâtiments qui vont vous aider à créer d'autres personnages, des joueurs qui ne sont pas vivants, qui vont vous permettre par après de vendre des items. Vous pouvez même faire en sorte, en tant que maire de la ville, de taxer la vente d'objets pour obtenir certains revenus et même imposer des impôts à vos concitoyens. Puis par après, vous allez avoir accès à la construction de défense pour votre ville, parce que c'est sur ce point-là qu'arrive quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la défense contre les sièges que d'autres ennemis pourraient vous donner. Parce que là, évidemment, si on est une gang d'ennemis, qu'on se fait notre propre ville, à un moment donné, peut-être que les voisins nous aimeront pas, ils voudront nous conquérir. Donc là, il faut se défendre. Comment ça s'est planté ça dans le jeu? La première stratégie, c'est de conclure des alliances avec vos alliés proches de vous pour réussir à vous défendre et à faire un mur d'opposition. Mais il va arriver pareil que vous allez avoir des ennemis qui vont être très forts et qui vont commencer à vous attaquer. Les attaques de ville durent très longtemps. On parle d'une attaque qui va durer jusqu'à 72 vraies heures. Donc, il faut vraiment être en ligne très souvent pour pouvoir résister à ça. Vous allez avoir plusieurs outils. Le premier étant une bulle qui va recouvrir votre ville, qui va faire en sorte que l'ennemi va vous empêcher de protéger vos murailles, vos protections. Par après, il va commencer à avancer. Vous allez pouvoir construire des éléments médiévaux pour pouvoir détruire le village. On parle de trébuchets et d'armes qui vont se construire à partir de la même base chacun. Vous allez d'abord associer un personnage non-joueur à chaque arme que vous allez construire, qui lui va diriger l'attaque. Vous allez donc dire je vais attaquer tel point. Ils vont commencer à attaquer. C'est quand même très long par contre. Il va y avoir une bonne stratégie parce que les armes qu'on va construire sont pas très résistantes. Mais attends, on peut peut-être dire que c'est un jeu, bon évidemment on l'a vu là, graphiquement, c'est pas à la hauteur de Dark Age of Camelot qu'on a vu dernièrement, mais est-ce qu'à long terme c'est un jeu qui peut être intéressant ça? Oui, pour les joueurs qui aiment vraiment les jeux de rôle, qui veulent vraiment plonger à l'intérieur, qui veulent pas non plus regarder trop l'aspect technique, vous allez apprécier vraiment. Mais de l'autre côté, si vous êtes un joueur qui est débutant, oubliez ça carrément, c'est vraiment un jeu qui est décevant du côté technique. Les paysages sont toujours pareils, on n'a aucune sensation de vie à l'intérieur, c'est vraiment mort. Mais lorsque les joueurs commencent à s'en mêler, lorsqu'on crée notre propre histoire, ça devient très intéressant. Merci Pascal. Ça fait plaisir. Nous maintenant, on va basculer dans un tout autre univers, celui des jeux de baseball. On est allé recruter dans notre propre forum un maniaque de jeux de baseball. Alors, il va nous en parler en quelques instants. Son nom, c'est Jean-François Roberge. I don't know if he's got down to play. I never thought I'd see this point in the season. The Giants and the Angels. Either way, we have a Cinderella story on our hands. Unhittable pitch. Very long strike.
Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es un amateur de jeux de baseball et de baseball aussi. Alors on t'a demandé d'en évaluer quelques-uns cette année, et pas tous parce que c'est une trop grosse récolte cette année. Oui, il y en a plusieurs, donc on a été obligé de se limiter un petit peu à certains jeux. On a pris ce qu'on pense être des bons jeux. Ceux des grandes compagnies aussi. Si on commence avec Sony, leur division 99 Sports, ont fait un jeu qui est MLB 2004. Parlons-en d'abord. Oui, ben c'est un bon jeu. Il y a plusieurs bonnes statistiques, il y a plusieurs bons modes de jeu, mais par contre, je trouve que peut-être le gameplay est un petit peu déficient. On fera plusieurs roulants. On peut pas avoir un vrai plaisir à jouer la partie parce que je trouve pas ça réaliste. Il n'y a pas assez de variété dans les coups. Ouais, c'est ça. Le nombre de roulants au troisième but et à l'arrêt-court est tout simplement effarant. Hein. Mais il y a un camp d'entraînement, par exemple? Oui, ben il y a un mode de jeu, c'est le mode Spring Training. Je trouve que c'est un mode vraiment fantastique. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. C'est un mode de jeu que on faut se créer un joueur. Puis à partir de là, le joueur, on commence vraiment au début du camp d'entraînement. Puis il faut que notre joueur soit assez performant pour réussir à se tailler une place au sein de l'équipe. Puis il faut qu'il demeure aussi. Sinon, c'est game over. Puis après, si on veut embarquer dans une saison complète, il y a un mode franchise aussi. Oui, ben c'est ça. Là, il y a un bon mode franchise aussi, mais c'est aussi, je trouve que c'est une idée géniale. Il y a un mode franchise où que toutes les équipes commencent avec des joueurs de catégorie plutôt moyenne. Et à mesure qu'on gagne des parties, on gagne plus d'argent. Puis à partir de là, on peut aller se payer des bons joueurs autonomes comme Vladimir Guerrero ou Barry Bonds. On doit le dire en passant, tous les jeux qu'on évalue, c'est sur la console PlayStation 2, donc au point de vue technique, celui-là, c'est peut-être pas le plus réussi. Hein. Non, ben c'est ça. Ce jeu, les joueurs sont peut-être un petit peu moins bien modélisés que dans les autres jeux, mais il reste que c'est quand même très acceptable côté graphique. Si on aime les jeux de baseball un peu plus arcade, un peu plus rigolo, le seul qu'on pourrait se mettre sous la dent cette année, c'est Slugfest encore une fois. Parlons-en de cette franchise qui est un peu différente. Oui, Slugfest, c'est un jeu tout simplement purement arcade. Les joueurs sont en feu. On peut faire des lancers, des balles rapides à 120 000 à l'heure. Puis pire que ça encore, quand on réussit 5 prises consécutives, on peut avoir ils appellent ça le special pitch. C'est jamais la même chose. Ça peut être une balle courbe à 130 000 à l'heure. Balle papillon? Ouais, une balle papillon, c'est vraiment spécial. Si on parle justement du mode frappeur-lanceur, est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport aux autres jeux dans celui-là? Non, c'est un jeu, c'est généralement pas mal. Il y a juste vraiment le prochain, le MVP qui est différent. Mais les jeux sont tous avec curseur, c'est tout très standard. Une grosse faiblesse de MLB Slugfest, c'est la saison. Hein? Ah oui, la saison, c'est très décevant. Une seule saison, puis après ça, faut recommencer à zéro. Il n'y a pas aucune continuité. C'est vraiment, je trouve ça inadmissible en 2003 qu'il y ait une seule saison dans un jeu de baseball. Mais sans doute que eux visent une clientèle qui va peut-être jouer une seule saison parce que on doit le dire, hein, un jeu de baseball, on peut se battre au deuxième but après l'avoir volé. C'est assez curieux. Ouais, ben c'est ça. C'est quand même comique parce que des fois on est pris en souricière puis on est pour se faire retirer puis on donne une bonne volée au joueur de deuxième but, il échappe la balle puis on est sauf. Sauf que par contre, c'est sûr que c'est pas le genre de jeu que les fanatiques de baseball vont jouer 3, 4, 5 saisons en ligne. C'est beaucoup plus un jeu, c'est un jeu arcade, donc beaucoup plus un jeu pour la location. Et là, on va revenir au vrai jeu de baseball, plus axé sur la simulation, plus sérieux, meilleure facture aussi. Les deux grosses compagnies, c'est Electronic Arts et Sega. Si on regarde ce qu'Electronic Arts a nous proposé cette année, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, c'est une nouvelle série. On sait qu'Electronic Arts, auparavant, la série de baseball s'appelait Triple Play. Maintenant, ils ont tourné ça d'un autre nom. Ça s'appelle MVP Baseball. Puis, ils ont décidé de changer parce qu'ils ont carrément révolutionné la façon de lancer. Maintenant, les lanceurs utilisent la même méthode qu'un jeu de golf. C'est-à-dire, on a un meter, on pèse jusqu'à la force désirée. Après ça, faut repaiser sur le bouton jusqu'à temps que ça soit dans la précision désirée aussi. En tout cas, c'est vraiment génial.
je me demande comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a pensé avant. Parce que c'est un système qui est peut-être plus précis et on prend plus de temps à ce moment-là. Ben, non seulement c'est plus précis, mais aussi, je dirais, c'est vraiment différent. Parce que, tu sais, habituellement, on fait juste choisir la location du lancer, on pèse, puis tout se fait tout seul. Là, vraiment, il faut être concentré. Pour réussir des bons lancers, il faut vraiment être concentré. Puis, en tout cas, c'est génial, mais par contre, l'affaire, c'est que ce système-là peut peut-être occasionner des petits problèmes en défensive. Parce que en défensive, il utilise un système, ben, il y a pas la barre comme les jeux de golf, là. Il y a pas ça, mais par contre, on est habitué, on fait rien que peser sur le bouton, puis notre relais est au premier but, puis il n'y a pas de problème. Là, si on fait juste appuyer courtement, ça fait juste un petit lob, les joueurs sont toujours saufs. Faut peser plus longtemps sur le bouton. Si on pèse trop longtemps, les relais sont hors cible. Si on pèse, en pesant trop longtemps aussi, ça prend plus de temps avec le lancer soit décoché. Le joueur a des chances d'être sauf aussi. Fait que faut vraiment trouver un juste milieu. C'est pas évident pour tout le monde. Puis au bâton, comment ça se précise ce jeu? Ouais, ben ils ont décidé de faire un retour en arrière. Ils ont fait comme dans les plus anciens triple play, c'est-à-dire la méthode au bâton est peut-être, moi, personnellement, je trouve trop facile. On pèse par en haut avec le bouton pour frapper des ballons, puis par en bas avec le bouton pour frapper des roulants. Fait qu'évidemment, c'est un jeu, c'est quasiment un concours de coups de circuit. Puis aussi, il faut le dire, bon, dans ce jeu-là, comme ensuite ce gars, il y a un mode franchise très, très complet. Ouais, ben, ce mode franchise-là, il est vraiment extraordinaire aussi. Il y a le momentum meter, c'est un bon ajout cette année. Contrairement, je sais qu'il y avait ça au jeu de hockey également, mais là ça influence pas pour les prochaines minutes, ça influence pour les prochaines parties. Plus qu'on bat des équipes comme mettons les Expos s'ils battent les Braves, c'est une équipe de leur division qui a une grosse influence, donc le momentum augmente beaucoup en conséquence. Puis à ce moment-là, le momentum meter il influence beaucoup pour quand on fait simuler les parties par l'ordinateur. Plus notre momentum meter est haut, plus les chances quand on fait simuler une partie, les chances de gagner sont élevées. Parce qu'on sait une saison 162 matchs, des fois des parties contre des équipes plus faibles, des fois ça nous le dit pas toujours des jouets, fait qu'on veut prendre de l'avance, on les fait simuler, mais ils ont rajouté par exemple un système qui est vraiment superbe aussi cette année. C'est non seulement quand tu peux faire simuler tes parties pour avancer ta saison plus vite, mais si tu vois qu'après 6 manches, tu perds 3-1, tu payes sur le bouton et t'embarques direct dans la partie. Ça te donne vraiment un autre. Tu sais, si vous voulez, vous pouvez faire une saison complète de juste jouer la 9e manche. Puis c'est vraiment sensationnel. Et là, on va terminer avec le vainqueur peut-être cette année de ce combat-là, c'est celui de Sega. Alors parlons-en. Alors c'est la référence. Il fait bien dans tous les domaines à peu près. Ouais, c'est ça. C'est la grosse force du jeu de Sega. Il y a pas de, tu sais, ils sont pas exceptionnels dans absolument toutes les catégories. Ils sont juste très bons partout. C'est ce qui fait la force du jeu. Les joueurs sont bien rendus, les statistiques sont extraordinaires, puis ça c'est un gros plus pour cette année, parce que les statistiques, on peut les éditer à 100% dans tous les joueurs. Puis ils ont rajouté en plus cette année les fameuses zones hot et cold des frappeurs. Ben, cette année, on peut les voir également pour tous les usagers. Fait qu'on peut savoir à quelle zone qu'on est fort, quelle zone on est faible pour tenter de s'améliorer en conséquence. Si on parle du jeu du lanceur et du frappeur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, ben ça c'est la grosse force du jeu de Sega, car on peut entièrement personnaliser les contrôles et les forces pour la difficulté. Fait un joueur débutant peut facilement se retrouver comme un joueur expert peut avoir de la facilité à jouer sans problème et mettre ça plus difficile. Sur le terrain, c'est un jeu où on se débrouille assez bien facilement. Ouais, ben c'est ça. C'est un jeu qui est quand même assez spectaculaire aussi. On peut voler des coups de circuit. Les joueurs grimpent après la clôture pour tenter de voler des coups de circuit. Les boutons sont très faciles. Il n'y a vraiment aucun problème avec ce jeu cette année. Il n'y a rien à redire non plus sur le mode franchise qui est excellent. Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de statistiques qui sont très bien présentées. Plusieurs saisons.
c'est excellent. Puis le bémol qu'on peut peut-être dire pour tous ces jeux actuellement, là, que ce soit sur PlayStation 2 ou les autres consoles, c'est pas de jeu en ligne. Ah, ça, je trouve ça très décevant. Les compagnies comme Microsoft et Sony ont mis de l'avant des systèmes de jeux en ligne et les jeux de baseball en 2003 n'ont même pas d'option de jeu en ligne. Il va falloir attendre le prochain jeu de baseball qui va sortir, c'est Inside Pitch de Microsoft. C'est le seul qui va jouer en ligne et seulement sur la Xbox. Ouais, seulement sur la Xbox, et il va sortir juste à la fin mai, début juin. Il va quasiment avoir déjà la moitié de la saison de jouer. C'est décevant. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette autre édition de Micro.info. J'espère qu'elle vous a plu. On va se laisser sur les images d'un jeu qui paraîtra plus tard cette année sur la console Xbox, qui a pour nom Ninja Gaiden. C'est une vieille série qui date de plusieurs années, qui refait surface et qui est de Tecmo. Bonne semaine à tous. Au revoir. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique.